Alors bonsoir à tous. Je m'appelle Dan Lemy. J'habite à Yerushalayim. Je suis en Israël depuis maintenant une trentaine d'années et j'ai une carrière de guide touristique. Donc on a essayé avec mes nombreux touristes de faire le tour d'Israël dans le prisme de la Torah, dans le prisme de l'histoire, dans les prismes du sionisme, de la géopolitique. Et le petit pays qu'on a est bien, bien grand dans tous ces domaines. Et donc, c'est avec très grand plaisir qu'on va parler maintenant de celui qui appelle la start-up. Euh, on a très souvent des idées conçues sur Herzl qui sont quelquefois vérifiées, quelquefois un peu moins. Donc, on va essayer de faire une petite biographie à l'aide d'un diaporama. Et comme demain, comme on l'a dit, c'est le jour de son décès, de sa mort. Donc, sachez que l'État d'Israël, pendant de très nombreuses années et jusqu'à il y a moins de 5 ans, ne faisait rien du tout, à part déposer une gerbe sur son tombeau. Et il y a un organisme qui a pris sur lui, qui s'appelle Osé Israël, avec le Rav Ben Shushan, qui a pris sur lui de faire une cérémonie religieuse et d'aller sur sa tombe, de lire des Tehillim, de faire Kaddish. Euh, Au début, il était tout seul, donc vous pouvez pas faire Kaddish. Mais d'année en année, il y a des gens qui se sont mobilisés et Baruch Hashem, il a organisé cette cérémonie tout de suite après la déposition de la gerbe, le dépôt de la gerbe. Donc ça fait que les soldats qui viennent déposer la gerbe complètent le minyan et ça devient d'un, on va dire d'une cérémonie nationale, ça devient une prière très spirituelle. Donc celui qui veut venir demain. Je connais pas vraiment les horaires, mais c'est en général vers 18h, comme ça, 19h. Peut-être vous pourrez vous renseigner ouais, auprès de Rod Vekilim, qu'on salue ce soir et qu'on remercie de ce Zoom. Alors, on va tout de suite commencer. Euh, la famille Herzl est une famille qui vient d'Europe. Euh, Son père est quelqu'un qui est traditionnel et le grand-père était religieux. Le grand-père à Budapest euh, a été Khazan. Et bon, comme vous le savez, dans la fin du 19e siècle, il y a beaucoup d'idées qui tournent dans le peuple juif. Il y a beaucoup d'émancipation qui se fait ressentir. Il y a des vents qui soufflent d'Allemagne et qui viennent essayer de faire un petit peu tabula rasa de toutes les valeurs, on va dire anciennes du peuple juif. Et la grande question que la famille Herzl va se poser, et c'est Théodore qui va devoir résoudre cette énigme, c'est est-ce que le peuple juif est quelque chose d'ancien qu'il faut abolir et créer quelque chose de nouveau, ou au contraire garder tout ce qu'il y a de plus ancien et continuer la tradition vieille de milliers d'années, mais tout en faisant du surplace, puisque de 2000 ans d'exil, c'est quand même assez long hein, et il n'y a pas eu vraiment de grande révolution, on va dire en tout cas du point de vue national sur le peuple juif. Et Herzl est très très partagé entre ses idées d'anciens et de nouveaux. Et tout au long de sa vie, il va devoir subir le choix de soit continuer l'ancien et de faire quelque chose de nouveau, soit faire un pont entre ces deux valeurs. Et vous allez voir dans quelques instants qu'il va réussir à le faire. Magistralement parlant. Donc la famille de Herzl sont, comme on l'a dit, en Hongrie. Ils sont nés lui-même est né à Budapest dans les années 1860, comme vous voyez. Et, euh, et voilà, il avait une sœur qui s'appelait Jeannette. Et
et et voilà, à 13 ans, il fait sa bar mitzvah dans la synagogue de Budapest. Cette synagogue, bien entendu, ne connaît pas encore le Théodore Herzl que nous connaissons, c'est un petit enfant. Et bien plus tard, la synagogue de Budapest va offrir un très très beau cadeau à Herzl, qui sera déjà maintenant âgé d'une quarantaine d'années. Ils vont lui offrir cette magnifique armoire avec un Sefer Torah miniature. Et on nous dit que Théodore Herzl, en tout cas, comme vous le voyez, ce petite armoire de Sefer Torah est exposée aujourd'hui à Jérusalem dans le musée Herzl. Herzl se déplaçait en voyage où qu'il allait avec ce petit Sefer Torah, comme si il avait besoin de la protection de Dieu, du message ancestral, de la tradition juive, de la Torah qui est tellement universelle pour nous et éternelle surtout. Et pendant très longtemps, donc, il s'est baladé dans le monde puisque c'était un très très grand voyageur et il a pris ce Sefer Torah avec lui. Il a eu un très grand drame dans sa vie, c'est qu'à l'âge de 18 ans, sa sœur, donc sa sœur unique, est décédée d'une maladie. Elle s'appelait Paulina et ça l'a énormément marqué. Ça l'a tellement marqué que même sa fille l'a appelée Pauline. Heu, vous allez voir tout à l'heure, Herzl a eu 3 enfants et vraiment le nom de Pauline résonnait dans ses oreilles comme étant, son enfant, sa sœur, sa famille, son cocon familial qui s'est éteint, malheureusement à cause d'une maladie. Dans sa vie de jeunesse, il y a pas grand-chose, à expliquer, si ce n'est qu'ils ont un niveau de vie qui est assez, aisé. Heu, Petit à petit, ils se sont éloignés du judaïsme et en tout cas de la pratique, on va dire, hein, et il a entrepris des études d'avocat. Lorsqu'il est devenu avocat, il n'a pas vraiment aimé le système, juridique et donc en parallèle et plus tard, il est devenu dramaturge. Il a commencé à écrire, avec sa plume de très jolies histoires, des contes et puis ça l'a amené à devenir journaliste. Il a travaillé pour le journal de Vienne. Après la mort de Pauline, ils sont passés à Vienne. Ils ont quitté Budapest, ils ont été à Vienne, en Autriche. Et d'Autriche, il a été envoyé à Paris pour être journaliste. Et c'est comme ça qu'il a créé sa famille avec Juliette. Et ils ont eu 3 enfants, Paulina, Hans et Marguerite. Vous voyez Herzl en bas avec ses 3 enfants. Une vie familiale, on va dire standard, bien que plus tard ça va tourner à la tragédie. Et voilà, et Herzl vit un petit peu à Paris et on est dans les années 1894 quand tout d'un coup, le journal qu'il a envoyé là-bas lui demande de couvrir quelques événements. Alors les événements qu'on couvre à Paris en 1894, figurez-vous qu'on fête le centenaire de la Révolution française. La Révolution française, un très vite, très bref rappel, liberté, égalité pour tous les hommes, fraternité. Herzl aime faire, en tant qu'avocat et journaliste, le bilan de cette Révolution française 100 ans après et il se rend compte que sur le terrain, à Paris, c'est pas trop ça, c'est des concepts qui sont un petit peu, usurpés. Il y a beaucoup de gens qui, sont pas égaux et entre autres les juifs et il y a une histoire qui va sortir que vous connaissez tous et qui va faire la une à Paris et qui va montrer que liberté, aucun rapport, égalité encore moins et que tout simplement parce qu'il est juif, un homme va payer de sa vie et de son rang social une dénonciation et ça va faire un tollé, mais dans toute la non seulement dans tout Paris, ensuite dans toute la France et après dans le monde entier. Cette histoire s'appelle l'affaire Dreyfus. On a un homme qui est, dans l'armée française, qui s'appelle, Alfred Dreyfus.
il y a un grade très élevé et puis soudain, quelqu'un vient le dénoncer, qu'il est traître, qu'il a donné des informations secrètes à l'Allemagne et donc bien entendu, France et Allemagne, à l'époque, c'est pas, le grand amour et donc Alfred Dreyfus est condamné et accusé, alors qu'il n'y a même pas eu de procès, il est juste accusé de trahison. Il est tout de suite, dégradé dans ses grades et on va sur la place, que vous voyez, la place des Invalides, lui enlever son sabre, le casser devant tout le monde, appeler la foule et être fier d'avoir attrapé un traître. Et cet homme, Alfred Dreyfus, est un juif. Et Herzl a été couvrir cet événement. Au début, il entend qu'on dit mort au traître. Ensuite, il entend qu'on dit mort à Dreyfus. Et il entend mort aux juifs. Et donc, Dreyfus ne comprend pas pourquoi lui qui est juif, on a envie de le tuer. Il a rien fait. Et tous les gens qui sont en train de crier sont en train de scander la mort des juifs. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de drapeau palestinien, hein, et il n'y avait même pas d'État d'Israël. Mais vous pouvez imaginer un petit peu qu'en 1894-95, quand on entend des manifestations violentes, anti-juives, antisémites, la France n'est pas du tout le terreau de cet antisémitisme comme il faut. Et puis, soudain, on découvre que effectivement, il y a des gens qui sont dans cette optique. Herzl est très, très bouleversé. Il se rend compte qu'en fait, si déjà à Paris, l'endroit de la Révolution qui prône la liberté, l'égalité, la fraternité, on parle comme ça de tous les juifs, alors qu'ils n'ont rien fait. Peut-être à la rigueur, il y a un traître, à la rigueur. Mais même pas il a eu de procès. Donc n'oubliez pas, Herzl est un avocat et il voit que la justice est bafouée. Il voit que l'antisémitisme est grandissant et donc il rentre dans sa chambre euh, et là, il commence à gratter des pages et il se rend compte que effectivement, le peuple juif est en danger. Il y a quelque chose qui fait que les juifs, peu importe là où ils sont, dans le plus beau des pays de la liberté, en France, à Vienne, dans le plus beau pays des valeurs et de l'aristocratie, en Russie, n'en parlons pas, avec beaucoup de pogroms et plein de choses comme ça, Herzl est en train de se rendre compte qu'il faut faire quelque chose pour sauver le peuple juif. Donc, il commence à écrire un livre qui s'appellera L'État juif. C'est la solution à une question qui s'appelle la question juive. Et cette question, c'est qu'est-ce qu'ont fait les Juifs dans le monde? Pourquoi ces gens-là, ils sont dispersés parmi les nations? Pourquoi ils embêtent tout le monde? Pourquoi tout le monde les haït? Pourquoi on ne reconnaît pas le bien qu'ils font? Et il faut trouver une solution ou une réponse à cette question juive. Le terme question juive, c'était un écrit qui avait été fait plusieurs dizaines d'années avant. C'était un acte antisémite, une œuvre antisémite. Et donc, Herzl l'a lu, il a été bouleversé. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est par l'intermédiaire de son livre, il va donner une réponse à cette question de livre. Et la réponse, ça s'appelle l'État juif. Alors, il a écrit un livre, c'est un petit livre, hein. Bien entendu, il l'a écrit en allemand. Vous voyez le titre en allemand, Judenstaat. Il y a deux façons de le traduire quand on traduit de l'allemand. C'est soit on peut dire l'État juif, soit l'État des Juifs. Et cette petite différence est très importante parce que plus tard, quand on créera l'État d'Israël, il y a beaucoup de gens qui vont se bagarrer sur la pensée de Théodore Herzl, à savoir, a-t-il voulu créer un État juif, c'est-à-dire un État qui répond d'après des lois juives, d'après la Torah, d'après le fondement du judaïsme, et donc l'État doit garder le Shabbat, l'État doit garder la cacheroute,
l'État doit garder les 613 commandements? Ou est-ce qu'il a voulu, en fait, concevoir l'État des Juifs? C'est-à-dire créer un État commun à tous les pays du monde, sauf qu'à l'intérieur, cet État, lui, il serait composé de Juifs, peu importe la loi qui est à l'intérieur. Et donc, celui qui lira le livre, il verra que Herzl joue un petit peu sur cette ambiguïté. Il présente le futur État des Juifs comme étant un lieu où tous les Juifs vivraient, mais sans jamais mettre de côté leur histoire ancestrale. Et bien entendu, vous allez voir dans quelques instants, se demander si le territoire où on va aller est un territoire qui est vierge ou un territoire qui a un jour été l'État d'Israël, l'État des Juifs. Donc, c'était pas quelque chose qui était connu au départ et en tout cas, comme on dit en hébreu, à la pérec. C'est-à-dire, il n'y avait pas de définition et jamais personne, en tout cas, n'a émis dans les 2000 années d'exil une volonté de créer un État. Alors, c'est là aussi les choses qui ne sont pas connues. Herzl n'a pas créé le sionisme, c'est-à-dire le fait de faire son aliyah ou le fait d'aller retourner en Israël ou le fait d'aller vivre en Israël. Pendant des milliers d'années, des 2000 ans d'exil, il y a enfin des gens qui ont quitté leur pays de diaspora et sont retournés en Israël, un peu à la mode de Abraham, qui a été le premier sioniste, le premier à faire le retour à Sion. Donc Herzl n'a pas créé le sionisme qu'on appelle standard, c'est-à-dire retourner en Israël. Lui, ce qu'il a créé, c'est l'idée de créer un État. Et ça, c'est quand même assez important. Il faut le souligner parce que très souvent, il y a des gens qui disent c'est pas Herzl qui a créé le sionisme, ça existait avant. Et ils dégradent, autant que Dreyfus a été dégradé, tout le prestige que Herzl a fait. Et le prestige que Herzl a fait, c'est quand même de créer un État, de créer les fondations d'un État avec un mode de fonctionnement. Et dans son livre, l'État juif, il en parle, en tout cas. En parallèle, Herzl va écrire une deuxième œuvre qui s'appelle Alt-Neuland. Ça veut dire le vieux nouveau pays. Alors tout à l'heure, j'ai esquissé un petit peu, mais voilà, maintenant, c'est sorti sur des pages. Il a écrit en fait un roman, une sorte de pièce de théâtre, et il l'a intitulé Le vieux nouveau pays. Ça veut rien dire, le vieux nouveau pays. En fait, ce qu'il veut dire, c'est le pays qui combine à l'intérieur et des vieilles traditions, mais également un nouvel avenir. Et comme vous le savez, vous savez pas, mais ce texte a été, cette pièce de théâtre qui est très jolie à lire, a été traduite en plusieurs langues. Et un jour, il y a un homme qui l'a traduit en hébreu. Alors, comment il a traduit ce terme Alt-Neuland? Il l'a traduit Tel Aviv. Tel, ça veut dire une colline ancienne archéologique. Aviv, ça veut dire le printemps en hébreu. Et en fait, en appelant Tel Aviv, Sokolov, qui a traduit l'œuvre, a voulu montrer que la pièce de théâtre porterait le nom du pays imaginaire que Herzl a décrit et qui serait la combinaison de l'ancien, des traditions juives, etc., mais aussi de quelque chose de nouveau. La grande nouveauté que Sokolov va faire, c'est que lorsqu'il écrit le nom de Tel Aviv, la ville de Tel Aviv n'existe pas encore. C'est-à-dire que la ville de Tel Aviv portera le nom de l'œuvre de Herzl. Et c'est un grand hommage que, qui a été fait à Théodore Herzl d'appeler une des villes, peut-être, on va dire, très, très significative aujourd'hui en Israël, de l'appeler Tel Aviv, en hommage à son livre qu'il a écrit. Alors très vite, vraiment, c'est un roman de plusieurs personnes, une personne qui est déprimée, qui, qui est sur le bord du suicide,
et c'est l'artiste, l'acteur principal du livre. Et cet homme-là, soudain, il y a quelqu'un qui vient et qui lui propose d'aller faire le tour du monde et d'aller dans une île déserte, magique, etc. Et, et à deux doigts de se suicider, il accepte. Et ce gentil bienfaiteur l'amène dans une île. Mais en passant, il s'arrête et le bateau s'arrête en Palestine. Et ils descendent et là, ils font une petite halte et ils visitent plusieurs villes, Jérusalem, Haïfa, Tibériade. Et notre grand déprimé se rend compte qu'il n'y a pas que lui qui est déprimé, mais il y a tout le pays de la Palestine qui est pourri, vide, désert, sans aucune vie. Et que, franchement, à part les gens qui vivent là-bas, il n'y a pas grand-chose dans cet endroit. Et donc, la halte est terminée et ils vont dans les îles et ils y restent 20 ans. Et 20 ans plus tard, ils décident de quitter l'île, ils repassent par Palestine et là, ils découvrent que finalement, waouh, la vie a commencé à fleurir dans cet endroit. Et bien entendu, Herzl décrit toutes les villes où la désolation régnait. Il les décrit avec une sorte de prévision. Il n'y a aucune image dans ce livre, mais tout celui qui se balade aujourd'hui en Israël voit les images du livre d'Herzl, à tel point qu'il a même prédit qu'il allait avoir un tramway à Jérusalem. Quand il a écrit son livre dans les années 1898. Il a même parlé du temple, le Beth Amikdash. Il dit que 20 ans plus tard, il revient en Palestine, il va à Jérusalem et puis il va au temple. Il va faire la fête de Pessah. Alors, la façon dont il décrit le temple, bien entendu, c'est pas très conforme à tout ce que la Torah elle demande. Mais en tout cas, il en parle. Et ça fait de Théodore Herzl quelqu'un de très difficile à percevoir. D'un côté, il a les concepts, de l'autre côté, il prône une sorte de renouveau, mais en gardant, comme on a dit, les balises si importantes du peuple juif. Donc, d'un point de vue, ce qui est important dans ces deux œuvres, Judenstadt, c'est un livre très juridique, avec l'élaboration d'un État. Et Alt-Neuland, c'est une œuvre qui est très imaginaire. À l'intérieur, la première page, Theodor Herzl marque en allemand, si vous voulez, ça ne sera pas un rêve. Oui, c'est écrit ici, wenn, moi je lis pas trop l'allemand, mais wenn ihr wollt. Okay, c'est les deux phrases que vous voyez. Et cette phrase va devenir le leitmotiv de Herzl. C'est comme si il puisait l'imaginaire de son livre Alt-Neuland et qu'il l'amenait en pratique dans l'État juif. Donc, c'est quelque chose un pont qu'il fait comme ça, de façon magistrale, et ça prend. Et c'est pour ça qu'il va présenter son idée à Bâle, voilà, en 1897. Donc Bâle, c'est en Suisse. Il invite 208 représentants du monde entier de la communauté juive qui sont des gens influents dans leur pays, et ils leur disent vous êtes invités à Bâle dans un casino pour écouter une conférence que j'ai envie de vous faire, et à partir d'aujourd'hui on va lancer cette mode de faire un congrès juif sioniste. Alors voilà, et après cette soirée, il écrira: si je devais résumer le congrès de Bâle en un mot, ce serait celui-ci: à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, un rire universel serait la réponse. Mais dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde comprendra. Vous voyez que dans cette phrase, on sent la, la, la réputation juridique de Herzl, qui a un projet imaginaire, mais il sait très bien là où il veut arriver. Alors vous faites le petit calcul très sympathique. Il y a beaucoup de gens qui appellent Théodore Herzl le prophète, le visionnaire de l'État d'Israël. Il dit dans 5 ans peut-être ou dans 50 ans sûrement.
Si on prend 50 ans sûrement, on arrive à 1947 et effectivement, en 1947, sûrement, l'ONU accepte de créer, l'État pour les Juifs. Donc, on voit en Herzl un visionnaire, quelquefois même prophétique et malheureusement, bien entendu, lui n'a pas pu voir la réalisation de ce rêve et toute sa carrière sioniste, en fait, elle dure de l'affaire Dreyfus en 1895 et Herzl va mourir en 1904. En l'espace de 9 ans, cet homme va vraiment, se consacrer jour et nuit. Il va même y laisser sa santé et bien entendu aussi tous ses biens pour pouvoir arriver à son projet. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le congrès se termine, il a présenté son idée, il faut que les Juifs se réunissent et qu'ils construisent, un pays. OK, c'est très gentil, mais 1, où est-ce qu'on le fait le pays? Et 2, qui c'est qui va nous donner une terre? Et 3, avec quel argent tu veux construire un pays? C'est comme ça que le lendemain, Herzl va prendre des décisions, très importantes et il va créer, au fur et à mesure des années, des agences, des organismes qui vont s'atteler à faire le projet de sa vie. Alors le plus grand organisme s'appelle la Histadrut Hatzionit Haolamit, l'organisation sioniste mondiale et cet organisme existe encore aujourd'hui, va créer des succursales. Alors il en crée 3 comme vous voyez, le Keren HaYesod, l'Agence juive et le KKN. Chacun des organismes a un but bien précis. Alors bien entendu, je vais vous le résumer en une phrase, mais ne j'ai pas la prétention en une phrase d'expliquer tout ce que le KKL fait, l'Agence juive et le Keren HaYesod, mais très vite pour imager, Herzl comprend que si on veut un pays, d'abord il faut avoir une terre. Pour avoir une terre, il faut acheter et être propriétaire de cette terre. Donc il a créé le Keren HaYesod, qui est un fonds qui va ramasser de l'argent dans toutes les communautés juives du monde et qui va prendre cet argent pour acheter des terres en Palestine. Une fois que on a ramassé l'argent, ceux qui vont acheter les terres s'appellent le KKN, donc ils sont sur le terrain, ils achètent des terres. À l'époque, c'était l'Empire ottoman qui vendait les terres ou des gens particuliers aussi, hein, c'est pas seulement l'Empire. Et bien entendu, ça sert à rien d'avoir des terres si on n'a pas des habitants. Donc le troisième organisme s'appelle l'Agence juive et qui a pour, on va dire, pour but de ramener les Juifs à la maison, de les amener de leur pays de diaspora et de les amener en Israël et de les installer dans les terres achetées par le KKL et payées et font par le Keren HaYesod. Cet argent, comment on le ramassait? Il n'y avait pas Bit à l'époque, il n'y avait pas Revolut, il y avait une boîte bleue. La boîte bleue, c'est la boîte du KKL que vous voyez là sur la photo et qui était distribuée par dizaines de milliers, tous les juifs qui venaient au congrès sioniste et dans les communautés et on ramassait pièce après pièce pour acheter des terrains. Une dernière chose et après je passe. Le KKM, est connu aujourd'hui et pendant très longtemps comme étant un organisme qui a acheté des terres, mais surtout, nous, on les connaît comme étant un organisme qui plante des arbres. Alors, ça va ensemble, parce que la loi ottomane disait que si quelqu'un est propriétaire d'une terre, mais qu'elle n'est pas habitée, au bout d'un certain temps, il perd la propriété sur cette terre. Et donc, les Juifs ont réfléchi et ils ont dit que pour pouvoir laisser ces terres achetées en propriétaire juif, ils ont décidé de planter des arbres et c'était censé être donc une loi qui était acceptée par les Ottomans pour garder la propriété sur les terres qui n'étaient pas encore habitées. Ce qui veut dire que normalement, à chaque fois qu'il y a un juif qui monte en Israël, on doit enlever des arbres pour lui laisser la place. Pendant de très nombreuses années, on n'a que construit des forêts, mais maintenant, heureusement, on construit également des maisons.
Donc ça, c'est le bureau de Théodore Herzl. On peut voir vraiment un style très, très, très ancien. Il aime beaucoup l'art. Il a des livres. Il est très instruit. Lui-même, il parle plusieurs langues et il a un certain niveau de vie. Beaucoup d'argent qu'il va dépenser viennent de son père et il va vraiment un peu tout dépenser, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son travail? Son travail, c'est d'aller de par le monde et d'aller convaincre les grands du monde, les nations du monde, qu'il faut se débarrasser des Juifs de leur pays et de les mettre dans un endroit qui sera destiné à être l'État juif. Donc, s'il vous plaît, grands du monde, aidez-moi, octroyez-moi un terrain, essayez de me donner la possibilité de réunir mes frères dans un endroit et vous serez bien entendu tous rémunérés, mais surtout débarrassés de la question juive, puisque vous tous, vous cachez un antisémitisme et que vous haïssez les juifs. Donc, donnez-moi la possibilité de vous débarrasser des juifs. Alors, bien sûr, il ne l'a pas présenté comme ça, mais il est venu en disant qu'on est un peuple ancestral. On était sur un terrain, tout le monde nous a utilisés, tout le monde nous haït. Donnez-nous la possibilité d'aller créer un pays ailleurs. Et bien sûr, sur le bureau de Herzl aussi, une boîte bleue, puisqu'il est le fondateur du KKM. Les premières personnes qu'il a été rencontrées, bien entendu, il a ses yeux qui sont axés sur l'État d'Israël, sur la Palestine, sur la terre ancestrale, la terre de Abraham, Isaac et Jacob, celle où un jour il y a eu un État d'Israël biblique. Et donc, malheureusement, à son époque, cette terre est déjà occupée par les Ottomans. Alors, il va voir, bien entendu, le sultan, Abdul Hamid II, et comme l'Empire ottoman est allié avec les Autrichiens, et avec les Allemands, et avec Guillaume II, le Kaiser, le César, le chancelier, je ne sais pas comment on dit un Kaiser en français, mais voilà, Guillaume II, et lui aussi, il a, en fait, Herzl veut le rencontrer absolument, et il veut que Guillaume II fasse pression sur Abdul Hamid pour qu'il lui donne la possibilité de créer l'État d'Israël en Palestine. Bien sûr, l'Empire ottoman est énorme et il n'est pas question maintenant de prendre tout l'Empire ottoman, mais de prendre une petite partie pour les Juifs. Et c'est le but de Herzl, c'est d'aller convaincre ces deux personnes euh, pour essayer d'avoir un morceau de terrain. Cette envie va l'amener pour la première fois de sa vie en Palestine. Alors bien sûr, quand Herzl va aller pour la première fois de sa vie dans l'État d'Israël, le futur État d'Israël, il ira voir la ville de Jérusalem, il ira voir la ville de Yafo, et la ville n'existe pas encore, Rishon LeZion, Nessiona, Rehovot. Et vous vous rappelez un petit peu son œuvre qu'il a écrite? Eh bien, c'est en fait la vie d'Herzl, qui, tout ce qu'il a écrit dans ce roman, on peut retrouver des choses qu'il a fait lui-même de sa vie. Alors, quel est son but? C'est d'aller rencontrer le Kaiser allemand qui a rendez-vous avec Abdul Hamid à Jérusalem. C'est en 1898. Et Herzl se dit, j'ai les deux oiseaux pour le prix d'un. Si j'arrive à me mettre sur leur chemin et à être présent à Jérusalem 10 minutes avant que le Kaiser va rencontrer Abdul Hamid, alors là, peut-être qu'il lui demandera un petit morceau de terrain et là, ça fera de moi le grand Moïse, celui qui sortira les Juifs de la diaspora pour les amener en Israël. Sortent dans ce périple avec lui ses meilleurs amis. Vous les voyez ici, David Bolson, Max Bodenheimer, Yosef Zeidner, Moshe Schneider et Théodore Herzl qui est là avec sa casquette de marin. On est en 1898, il y a déjà des photos, les amis. Ça veut dire que Herzl a il arrive à être perspicace, à comprendre qu'il faut laisser des traces, qu'il faut montrer aux Juifs du monde qui mettent des pièces dans les boîtes qu'il y a des gens qui sont actifs sur le terrain et qui ont des relations et qui ont accès au grand du monde.
et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour, justement œuvrer et dépenser l'argent qui a été donné honnêtement, sincèrement pour créer l'État juif. Alors, il y a une très, très belle histoire, c'est que Théodore Herzl, regardez la qualité de la photo, 1898, ils sont sur le bateau, ils les amènent à Yafo. Sur le bateau, il y a des Arabes, il y a des Juifs et donc Herzl prône, que le futur État juif, bien entendu, va être, un État pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les minorités qui ont le droit d'être installés puisqu'ils étaient là pendant une centaine d'années. Il va se mettre plusieurs personnes à dos qui n'étaient pas d'accord et qui voulaient chasser la population arabe, qui n'est autre que l'emprise du monde musulman sur notre terre. Et donc, ça a donné plusieurs courants de sionisme. Le sionisme radicaliste, les sionismes un peu plus tendancieux, plus centre, ou d'autres qui sont vachement démocratiques. Alors, la première station pour Herzl, c'est Mikvé Israël. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a une grande école agricole qui est là-bas et qui a été conçue par l'Alliance israélite universelle et qui était gérée à l'époque par un directeur qui s'appelait Charles Netter. Et Herzl va à Mikvé Israël. Alors, si vous allez aujourd'hui là-bas, il sait que le Kayzar va passer avec son cheval de Yafo vers Jérusalem. Il se met sur la route et il attend qu'il passe. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son ami de l'Alliance de préparer les enfants et de chanter l'hymne allemand pour rendre honneur et montrer comment les Juifs sont reconnaissants envers le Kayzar allemand. Donc cette petite maquette que vous voyez, c'est comment on appelle ça? C'est cette représentation que vous voyez très neuve, elle se trouve à Mikvé Israël et elle montre comment Herzl va rencontrer le Kayzar qui est sur son cheval. Bien entendu, il a demandé à son ami de prendre une photo. Alors à l'époque, c'était pas un selfie, mais Herzl a préparé le coup et il lui dit: Tu mets tes pieds, tu mets ton appareil photo, tu te prépares. Dès que je vais voir le Kayzar, je vais m'avancer vers lui et tu prendras la photo et on enverra cette photo dans le journal juif qui montrera que Herzl a rencontré en Palestine le Kayzar allemand pour demander un État. Finalement, la photo est foirée. Elle est ratée, vous la voyez, elle est à gauche. On voit le Kayzar allemand qui est sur son cheval blanc. On voit le ministre des Affaires étrangères allemand qui est derrière sur un cheval noir. Et on ne voit pas Théodore Herzl. La photo est coupée avec la tête du cheval blanc. Et là, Herzl est très, très en colère. Il se dit, mais tu m'as raté la photo du siècle. Je ne peux plus la refaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un photomontage. Il va à Tel Aviv, il se prend en photo sur la plage de Tel Aviv. Alors, il n'y a pas de Tel Aviv, encore une fois, je vous l'ai dit. Mais il y a première construction de maison qui s'appelle Ahuzat Baït. Et là-bas, il se prend en photo sur la plage et il fait comme si il parlait avec quelqu'un. On va découper cette photo. Il a un chapeau blanc dans la main. Et finalement, on colle la photo devant le cheval noir. Et on a déplacé le Kayzar qui était sur le cheval blanc sur le cheval noir. C'est comme ça que Herzl a pu rencontrer le Kayzar allemand. Donc, on est en 1898, les Photoshop, les montages, tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça fait de Théodore Herzl le premier photomontage, quoi. Tout ça dans le but, bien entendu, d'expliquer la scène réelle qui s'est passée, mais d'obtenir le crédit du peuple juif en diaspora. On a également le chapeau de Théodore Herzl qui est sur la photo et qui est exposé au Mont Herzl dans le musée. Théodore Herzl donc se rend à Jérusalem, il arrive par la gare que vous voyez qui s'appelle la gare du train. À l'époque, on faisait le train de
Jaffa jusqu'à Jérusalem, ça prenait plus de 3 heures. Et quand Herzl arrive à la station de Jérusalem, on a une euh, mauvaise nouvelle pour lui, c'est que c'était le vendredi et que le train, au lieu de mettre 3 heures, il en a mis 6 et qu'il arrive en plein milieu de Shabbat. Il y a une chambre d'hôtel qui l'attend à côté de la Davidka qui s'appelle l'hôtel Kamitz et c'est Shabbat. Et il avait prévu qu'une carriole le prenne, mais ses amis l'ont dissuadé, ils lui ont dit: «Tu vas pas prendre une carriole, c'est Shabbat, tu es les visionnaires de l'État juif». Alors il dit: «Ouais, mais je suis fatigué et en plus, vous savez pas ce qui m'est arrivé? Sur le bateau, je me suis fait une entorse». Donc il a une entorse, il peut pas marcher et ses amis l'ont un petit peu convaincu. Il va marcher encore pendant 1 heure et demie avec, une entorse à la cheville pour arriver à l'hôtel Camille. Quand il y arrive, il est déjà 10 heures du soir et le réceptionniste lui dit: «Désolé monsieur, vous avez tardé. On a cru que vous aviez annulé votre chambre, donc on a vendu votre chambre». Et toute la ville de Jérusalem était remplie puisque le Kayzar est en pleine visite officielle. Alors Herzl va dormir sur le billard de l'hôtel. Une nuit, la première, celle de Shabbat, il commence à un petit peu à avoir les nerfs dans ce pays. Il découvre Jérusalem et il se rend compte que c'est pas vraiment la ville qu'il imaginait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se prend en photo avec tous ses amis devant la muraille de Jérusalem. Et là, on le voit, il est un peu moins content quand même que la photo sur le bateau. Regardez la classe, ils sont tous en costume, ils sont prêts à montrer l'honneur du peuple juif et ils représentent le gouvernement juif du monde. Bien entendu, ces gens-là sont très contents d'être à Jérusalem et ils vont se rendre devant l'endroit où il y a le Kayzar qui doit passer. La deuxième nuit, bien entendu, il n'y avait plus de place à l'hôtel, donc Herzl a été dans une maison qu'on lui a arrangée. Il a été dormir dans un quartier qui s'appelle Mamila. Aujourd'hui, dans le quartier de Mamila, il y a une maison qui s'appelle Herzl, c'est un restaurant. C'est dans la maison que Herzl a dormi. C'était la famille Stern qui habitait là-bas. Ils ont invité Herzl et quand ils ont compris qui était cet homme, le lendemain, ils ont pris une photo avec lui. Donc vous avez toute la famille Stern avec l'équipe. Vous les reconnaissez avec les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, c'est l'équipe de Herzl. Donc on est au Moyen-Orient, on est au mois d'octobre et vous voyez la classe des Juifs de Jérusalem. C'est beau à voir. C'est la première photo d'Herzl à Jérusalem. Il va se rendre au campement où il y a le Kayzar. Il est reçu par le Kayzar à Jérusalem. Et bien entendu, il lui dit: s'il te plaît, va voir le sultan et dis-lui de nous donner une terre. Le sultan arrive, la rencontre a lieu, Herzl attend la réponse. Après plusieurs heures, il sort et là, il lui dit: alors, tu lui as parlé, c'est bon? Le Kayzar lui dit: non, il n'a pas voulu. Et Herzl rentre chez lui, sa piste et tout son argent qu'il a dépensé sur la carte de la Palestine, l'Empire ottoman, ses relations autrichiennes et allemandes, tout ça est jeté à l'eau et il est obligé de trouver une autre solution. Mais avant de quitter l'endroit, la Palestine de l'époque, il décide d'aller planter un arbre. Alors il va le planter, c'est à Motza. Vous pouvez voir l'aridité de l'endroit. Aujourd'hui, celui qui vient à Motza, il ne pourra plus retrouver l'arbre de Herzl parce qu'il y a des forêts entières. Même avec les incendies,
qui ravage les forêts du KKL. Baruch Hashem, il reste encore beaucoup d'arbres. Et cette plantation d'arbres vient terminer un voyage qui a duré quelques jours, 10 jours pour Herzl, dans lequel il a vu beaucoup de choses. Il m'a dit qu'il est à Rishon LeZion, Ness Ziona, Rehovot. Qu'est-ce qu'il a été faire là-bas? En fait, il a été visiter les moshavot du baron de Rothschild. Le baron de Rothschild, en 1882, donc on va dire 15 ans avant Herzl, a déjà appliqué ce qu'on appelle le sionisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son argent, il a acheté des terres. Jusque-là, Herzl l'avait prévu. Mais lui, au lieu de donner cet argent pour planter des arbres ou pour acheter des terrains, il a donné beaucoup d'argent à des juifs pauvres. Il leur a construit des maisons, il leur a construit des villages, il les a formés dans l'agriculture et il leur a donné les choses suivantes. Et bon, je vais pas marquer. Bon, alors ce qu'il leur a donné, la possibilité de s'installer dans des endroits. Il leur a donné une charrette, il leur a donné un cheval ou un âne des fois. Il leur donnait du savoir pour planter des choux à la mode des Juifs. Et il leur a donné également des subventions pendant plusieurs années pour justement développer la terre d'Israël, la future terre d'Israël. Voilà, vous avez la liste de toutes les infrastructures que Rothschild a développées. Je vous les lis très vite. Petar Tikva, Rishon LeZion, Yesod HaMa'ala, Rosh Pina, Ness Ziona, Maskeret Batia, Guédera, bien sûr à Yerushalayim, Kfar Saba, Zichron Yaakov, Givatada. Bref, il y a une liste à peu près de 50 localités. Et un peu comme au Monopoly, Rothschild va mettre ses pions. Contrairement à Herzl, lui, Rothschild, il a la confiance et la foi dans le peuple. C'est pas les grands du monde que tu as été voir. C'est pas le sultan ni le Khaïsar qui va nous sauver et nous créer notre État, mais c'est l'installation des Juifs. Et il y avait donc une grande polémique entre Herzl et Rothschild. Herzl disait à Rothschild, tu donnes ton argent à ces gens, franchement, comment tu vas faire qu'un Juif de Russie devienne agricole et agriculteur? C'est une peine perdue. Et comment tu veux qu'en construisant une maison, ils arrivent à construire un pays? Tu comprends pas que sans l'aval des peuples et des pays, on n'arrivera pas à avoir une reconnaissance politique de notre existence. Et il y avait donc un grand différent entre Rothschild et Herzl. Bien entendu, l'État d'Israël va naître grâce aux 2 idées. L'idée politique internationale, la reconnaissance de l'ONU en 1947, etc. Mais également grâce à tous ces Juifs qui se sont installés, qui ont fait leur aliyah et qui ont construit et bâti tous ces endroits. Très belle histoire sur Rothschild. Edmond de Rothschild qui, le jour de sa mort, a marqué dans son testament de se faire enterrer en Israël. Bien entendu, l'État d'Israël n'existait pas à l'époque. Donc ce n'est que dans les années qui ont suivi la création de l'État d'Israël que Rothschild a été rapatrié, sa dépouille a été rapatriée dans le mausolée qu'il avait prévu pour lui à Zichron Yaakov. Et là, vous avez en photo une délégation de chaque ville, chaque moshav, chaque village qui amène de la terre de son village pour verser cette terre sur le tombeau de Rothschild et être comme ça, cette façon, le père de l'installation. Herzl reçoit une nouvelle possibilité qui s'ouvre à lui. Ça s'appelle le plan El Arish. On lui propose d'aller dans le désert de El Arish en Égypte et peut-être de recevoir cet endroit pour construire l'État juif. Il soumet bien entendu l'idée au congrès sioniste, puisque chaque année il y avait un congrès sioniste. Et
chaque fois, il essaye de voir si c'est une solution possible et imaginable. En 1903, il y a un très, très grand pogrom en Russie et là, Herzl se rend compte, qu'à Kishinev, plus de 45 juifs viennent d'être assassinés, des synagogues ont été brûlées. Vous avez devant vous, des cadavres et en bas, vous avez des siffrets de Torah qui ont été brûlés et les juifs sont consternés, comprennent qu'ils peuvent plus rester en Russie. On a des millions de juifs de Russie et vraiment Herzl comprend qu'il faut faire un abri pour ces juifs parce qu'ils sont en danger et on n'a toujours pas de solution d'État. Il faut, retourner voir les grands du monde. Il va voir donc, le ministre des Affaires étrangères, heu, en Angleterre et il lui dit: «Écoute, ton idée d'El ça va pas le faire, c'est pas très encourageant, j'ai été voir là-bas, la terre est très aride, c'est pauvre». Et il y a Chamberlain qui lui dit: «Tu sais quoi? Nous, on a beaucoup de colonies. Une fois, j'ai été en Afrique là-bas, j'ai vu peut-être un endroit qui pourrait te convenir. Ça s'appelait, il se rappelle même pas du nom et il lui dit l'Ouganda. Herzl se dit: «Peut-être qu'on va créer, l'État d'Israël en Ouganda». Qu'est-ce que vous en pensez? Il soumet l'idée bien sûr, aux progressionnistes, mais avant, il essaye de comprendre pourquoi les Anglais sont intéressés à proposer l'Ouganda aux Juifs. Et là, les amis, si vous regardez un petit peu, vous avez la carte du projet qui consiste du lac de Victoria, qui est dans l'Afrique de l'Est, de créer un chemin de fer jusqu'à l'océan Indien et de permettre comme ça des transports de matériaux assez précieux qu'il y a en Afrique, tels que l'or et autres, et de le faire traverser dans le monde entier. Et comme les Africains, je ne sais pas si ils ont la science que les Juifs ont, le but de l'Angleterre, c'était de proposer en fait de faire l'État d'Israël en Ouganda pour que eux gèrent le transport et le transfert des matières précieuses par l'océan Indien et le long du chemin de fer. Bien sûr, Herzl est très fier de cette idée parce que il comprend que non seulement les nations du monde nous ont donné une solution, mais en plus, ils ont besoin de nous. Et c'est quelque chose qui n'a jamais existé. D'autant plus qu'on est après le pogrom de Kishinev. Donc, est-ce que Herzl voulait-il l'Ouganda? En tout cas, ce qu'il veut, c'est une solution parce qu'on peut plus continuer comme ça. Il propose cette idée. Donc là, on voyait bien le lac Victoria avec l'accès dans l'océan Indien. Et lorsqu'il propose l'idée, eh bien, sur 468 personnes qui ont voté, il y a eu 292 pour, 176 contre. Ça fait beaucoup, hein. Et puisque surtout, il y a eu 143 qui n'ont pas voté. Pourquoi ils n'ont pas voté? C'est peut-être ceux-là qui sont intéressants. Ils n'ont pas voté parce que c'est vraiment un dilemme. Là, on peut avoir une solution. On peut être reconnu par les nations voient en nous la possibilité de créer un État. On peut sauver les Juifs de Russie. Alors le seul point négatif, c'est qu'on n'est pas dans la terre ancestrale. Hem, Herzl est très, étonné de voir autant d'opposition et il finit son discours de ce congressionniste qui est le 6e et le dernier pour lui, en disant: «Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini». Une phrase des Tehillim en hébreu, et il dit: «Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie». En fait, il est en train de dire: «On n'oubliera jamais Jérusalem, même si on va en Ouganda, quoi». Et il va tellement avoir de polémiques contre lui qu'il va en mourir. Il y a bien entendu une équipe qui va aller faire le bilan, de cette installation juive en Ouganda et ils vont faire un rapport et là, ils diront en une phrase: «Là où il n'y a rien, eh bien, on ne peut rien faire».
Voilà, donc au mois de juillet 1904, le 3 juillet, Théodore Herzl va décéder. Il va être enterré à Vienne. Ça sera son premier enterrement. Il sera enterré aux côtés de son père et de sa mère. Et il y a on va dire une sorte de partie familiale comme ça dans le cimetière où ces gens reposent. Vous pouvez voir que le nom est écrit en hébreu en haut, Herzl. Vous pouvez voir du Magen David. Vous pouvez voir des dates. Vous pouvez voir de l'hébreu qui est écrit en bas. Et on peut voir le nom de Binyamin Ze'ev Herzl qui est écrit. Et en français ou en allemand, c'est écrit Docteur Théodore Herzl, puisqu'il était diplômé avocat. En Israël, en Palestine, qui s'appelait la Palestine à l'époque, il y a un rabbin là-bas et qui s'appelle le Rav Kook et qui, même s'il n'a pas le corps de Herzl, va faire ce qu'on appelle une oraison funèbre. Et à l'image de cette photo que vous voyez, où on voit Théodore Herzl qui est sur un âne blanc, ça nous fait penser automatiquement à quelqu'un qu'on attend et qui s'appelle le Mashiach, le Messie, et le rabbin Kook, qui était à l'époque le rabbin du Yishuv Yehoudi, le rabbin de la communauté juive qui habitait en Israël. Eh bien, il explique que Théodore Herzl n'est rien d'autre que les prémices du Messie. Et que le Messie qu'on attend et qui va nous rétablir la royauté en Israël est précédé d'une époque qui s'appelle le Mashiach ben Yosef. Et cette époque-là, elle ne passe uniquement par l'élaboration de la fondation de l'État d'Israël dans le domaine matériel. Et ce que Herzl a censé faire, d'acheter des terrains, de ramasser de l'argent, de construire des organismes et d'installer les Juifs qui viennent dans le monde, eh bien, c'est les caractères qui font de lui, peut-être, le Mashiach ben Yosef, qui précède le Mashiach ben David. C'est une très belle oraison funèbre que le Rav Kook fait sur Herzl. Bien entendu, Herzl n'était pas quelqu'un de pratiquant et le Rav Kook était quelqu'un de très calé. Et quand on voit un rabbin de cette envergure qui parle d'un quelqu'un qui n'est pas religieux de cette envergure, eh bien, on comprend un peu qui est le Rav Kook. Il explique que, effectivement, par l'amour gratuit des Juifs entre eux, seulement de cette façon, on pourra reconstruire notre terre ancestrale, notre temple, et retrouver justement la possibilité de réparer la faute qui s'appelle la haine gratuite. Et le Rav Kook était quelqu'un qui a réussi à transmettre l'amour des gens, même s'ils ne sont pas religieux. Bon, c'est pas maintenant le débat de notre conférence, mais je vous invite à chercher ce que le Rav Kook a fait dans toutes les moshavot, dans tous les villages de Rothschild. Il allait voir les kibbutznikim, il allait les soutenir, il allait les encourager et leur montrer son amour. En 1949, on a le deuxième enterrement de Herzl. On le met au sommet d'une colline qu'on dénommera le mont Herzl à Jérusalem. Et c'est David Ben Gurion qui va accomplir le testament de Théodore Herzl qui avait dit « Je me fais enterrer à Vienne, mais le jour où on aura un pays, je vous demande de ramener ma dépouille et de m'enterrer ici, à Jérusalem, dans la ville éternelle. » Aujourd'hui, il y a le tramway qui passe et juste devant le tombeau de Herzl, eh bien, on a la station à Herzl. C'est vraiment voilà les deux photos qu'il faut retenir et que quand on voit ces deux photos, on ne peut que dire Tel Aviv à Jérusalem. Alt-Neuland, le nouveau ancien pays. Il y a une ville entière qui porte le nom de Herzl, qui s'appelle Herzliya, que vous connaissez tous, qui est au nord de Tel Aviv. Et bien entendu, le fameux dicton
Si vous voulez, ça ne sera pas un rêve. Alors, le plus grand hommage peut-être qui va être fait, c'est par David Ben Gourion, où le jour où il proclame l'indépendance de l'État d'Israël, le 15 mai 48, Théodore Herzl n'est pas encore enterré, il est encore à Vienne. Mais le 14 mai 48, quand il proclame la création d'État, un très très beau poster, une photo de Théodore Herzl qui décore la salle de l'indépendance qui était à l'époque à Tel Aviv, en hommage à celui qui a fondé le, les bases de l'État juif. Aujourd'hui, chaque Yom Ha'atzmaut et chaque Yom HaZikaron, le mont Herzl devient la scène d'une très grande journée. Le Yom HaZikaron, c'est la journée où on se rappelle de tous les soldats et les victimes du terrorisme qui sont tombés pour la création de l'État. Et une fois qu'on est dans ce jour de deuil se termine sur le mont Herzl, devant la tombe de Herzl, par un très très grand spectacle qui laisse la place à Yom Ha'atzmaut, au jour de l'indépendance, qui est fêté le lendemain, le soir même de Yom HaZikaron. Donc là, vous avez le spectacle avec au fond la tombe de Théodore Herzl qui est, on va dire, le décor du spectacle. Il n'y a que des juifs qui sont capables de faire un spectacle dans un cimetière. Voilà les amis, j'ai terminé mon exposé par ces belles images. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des questions. Donc, je me ferai un très grand plaisir de vous répondre. Est-ce que Théodore Herzl avait des relations avec Zeev Jabotinsky? Alors, Zev Jabotinsky, c'est quelqu'un qui monte sur la scène historique un petit peu après la mort de Herzl. Ce qu'il va essayer de faire Zev Jabotinsky, au début, c'était de continuer l'œuvre de Herzl, dans la mesure où il va en fait s'allier avec les Anglais, Mmh. qui ont un mandat britannique depuis la Première Guerre mondiale sur la Palestine, et il va tout faire pour essayer de leur demander leur autorisation de nous laisser en Palestine. Bien entendu, l'apogée, ça s'appelle la déclaration Balfour, qui va être faite en 1917. Et donc, Zev Jabotinsky va se donner corps et âme pour se battre pendant cette Première Guerre mondiale avec ses troupes, avec les brigades juives, pour le service de Sa Majesté anglaise. Donc, c'est tout à fait l'idée de Herzl, quoi, un petit peu. Oui. Mais le problème, c'est que après la Première Guerre mondiale, Mmh. l'Angleterre ne va pas respecter ces accords de la déclaration Balfour. Et au lieu d'octroyer un foyer national pour le peuple juif, elle décide de laisser l'endroit comme ça et de garder le pays. Et Jabotinsky, qui se sent trahi, va changer totalement le concept et il verra dans les Anglais un ennemi. Donc, c'est ce qu'on appelle le révisionnisme. Il va réviser ses thèses et il va comprendre que ce n'est que par le mérite de nos actions, de notre peuple, qu'on peut s'imposer sur l'histoire et sur le terrain en Israël. Et donc, il va former des jeunes, le Bétar et les brigades juives, etc. Et même des mouvements radicalistes. Donc, ils ne se sont pas fréquentés. Aujourd'hui, ils reposent les deux au mont Herzl. Mais voilà, il y a cette relation entre les deux. Donc c'est, Zeev Jabotinsky qui a donné, naissance à la Haganah? Non, la, la Haganah, c'était ce qu'on appelle en fait
En fait, quand, Jabotinsky combattait avec les brigades juives, Oui, ça a donné naissance à un mouvement qui s'appelle le Palmach et le Palmach était, une branche de la Haganah et cette Haganah a été dirigée par David Ben Gourion, oui. qui lui-même n'était pas du tout de l'avis de Jabotinsky puisque lui, il disait que les Anglais, on doit continuer notre relation avec eux jusqu'à ce qu'on arrive à nos fins. Mmh. D'accord, merci beaucoup. Bon, bien sûr, je vous réponds très succinctement, mais il y a des livres et des livres entiers, qui parlent de ces conceptions-là. Alors ce qui est très sympa aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, tout ce qui existe en Israël sont les fruits des prémices de ce sionisme. Que ce soit, le parti de Herzl. Alors par exemple, je vous en ai pas parlé, mais Herzl n'a pas été le premier vraiment à créer un mouvement. Il y a eu ce qu'on appelait les Amants de Sion, les Chovevet Sion, dans lequel Herzl était complètement, contre au départ, mais il s'est inspiré quand même pour créer son mouvement sioniste. Donc il y avait comme ça quelques institutions qui existaient déjà et qui montraient, avec Rothschild et cetera, que l'envie de créer un pays était présente, mais on le faisait de façon, on va dire, communautaire, pas de façon nationale. Vous avez d'autres questions? Oui, bonsoir, merci pour cet exposé. Quand, Herzl était étudiant, il était dans un groupe, d'étudiants et qui étaient nationalistes. Cette idée d'une nation et d'un pays ne lui est pas venue à partir de son exclusion de ce groupe ou alors juste après l'affaire Dreyfus? Heu, de son côté étudiant, il y a beaucoup de preuves qui montrent que vraiment il a voulu se détacher, de ce côté juridique. Ça ne lui a pas plu. Et c'est vrai qu'en Allemagne ou en Autriche, le nationalisme était très, très fort et c'est sûr que ça a dû l'inspirer. Mais, lui, ce qu'il veut, c'est, de ramener tous les juifs dans un abri pour qu'ils puissent, vivre en sécurité et si déjà sur leur terre. Maintenant, cette idée de nationalisme, encore une fois, elle existe dans les sources, bibliques, la royauté d'Israël, on avait un roi, on avait 12 tribus. C'est pas une idée, qui est inventée par Théodore Herzl. Mais bon, il a été rejeté par ses étudiants qui étaient nationalistes allemands et il s'est rendu compte aussi qu'on avait besoin d'un pays et d'une nation. Certainement aussi, ça a été un catalyseur aussi pour lui. Oui, vous avez raison surtout de préciser que le trait d'union que Herzl a réussi à faire, c'est de passer de judaïsme à nationalisme. Parce que le judaïsme, c'était, étudier la Torah et vivre son judaïsme dans sa communauté ou dans son traiteur. Et lui, en fait, ce qu'il a compris ou qu'il a réussi à refaire vivre, c'est l'idée que le peuple juif et le judaïsme n'est pas que une religion. Bien entendu, il y a beaucoup de rabbins qui l'ont, heu, qui l'ont avant lui précédé. Vous pouvez vous regarder le Rav Altalai, le Rav Moaliver, heu, il y a beaucoup de rabbins contemporains à Herzl qui ont montré que le peuple juif peut exprimer son judaïsme que sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, il y a des mitzvot qui ne sont réalisables que sur la terre d'Israël. Donc le côté religieux passe automatiquement par le côté national. Oui, bah, je suis bien content que vous le précisiez, c'est important. Merci, merci pour tout. Binyamin? Alors Eden, je suis là. C'est bon, il y a d'autres questions, messieurs?
Bon, je pense qu'il y a plus de questions. En tout cas, merci Ben pour cette présentation, magnifique. C'est extrêmement intéressant. Donc le replay sera disponible sur YouTube dans la semaine et voilà. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon numéro et voilà. Merci beaucoup à vous. Merci Dan.